On imagine souvent les grandes transitions comme des ruptures nettes. Le noir et blanc est remplacé par la couleur, le muet est remplacé par le parlant. Mais il y a des moments où l'histoire du cinéma ne bascule pas. Elle hésite. Elle marque un temps d'arrêt, elle regarde derrière elle comme si elle voulait vérifier une dernière fois quelque chose. C'est comme un retour. Pas un retour triomphal, pas un retour revendiqué, un retour presque fragile, comme si on ouvrait un vieux tiroir, qu'on en sortait quelque chose et qu'on se demandait est-ce que ça fonctionne encore ? Ça s'est passé un 11 décembre 2009. Ça s'est passé en Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Ernaud, sur DLRP. Tu aimerais que je t'embrasse, hein? Oui, j'avoue qu'un baiser me conviendrait. Je suis le prince Nabil. Je peux continuer. Bonjour Corinne, et ce jour-là, c'est un de ces retours en arrière que Disney dévoile. Bonjour Nicolas. 11 décembre 2009, ce jour-là, Disney sort aux États-Unis La Princesse et la Grenouille, et ce n'est pas un film comme les autres. Alors on parle presque d'un moment où Disney se regarde dans le miroir. Mais c'est exactement cela. La Princesse et la Grenouille est un film qui arrive à un moment où Disney n'est plus tout à fait certain de ce qu'il est devenu. Et pour comprendre cela, il faut revenir quelques années en arrière. Quand on revient à son âge d'or dans les années 90, Disney domine le monde de l'animation avec une formule extrêmement efficace. Des contes, une animation dessinée, des chansons fortes et une structure narrative très précise. Mais à la fin de cette décennie, quelque chose se fissure. On continue à produire des films, mais l'impact va diminuer. Et puis, il y a cette nouveauté qui s'est imposée, Pixar. Avec Toy Story, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Pixar ne propose pas seulement une nouvelle technologie, il propose une nouvelle écriture. Une écriture plus contemporaine, plus fine, psychologiquement, plus libre aussi dans ses tonalités. Et le public suit. Donc Pixar vient dépasser la créativité légendaire de Disney. Oui, et c'est là toute l'ironie, parce que Pixar finira par être racheté par Disney. Autrement dit, Disney intègre ce qui est en train de le dépasser. Et avec cette intégration, c'est une nouvelle direction artistique qui émerge. John Lasseter, figure centrale de Pixar, va alors prendre un rôle majeur dans l'animation Disney. Et il pose une question fondamentale. Pourquoi certains films Disney fonctionnaient-ils si bien ? Et la réponse c'est parce qu'ils racontaient bien leurs histoires. L'animation en 2D n'est donc plus un objectif, il devient juste un outil parmi d'autres. Exactement, mais c'est un outil chargé d'histoire. Et à un moment donné, au milieu des années 2000, une idée va émerger. Et si on revenait à cet outil, pas par nostalgie, mais comme une expérience, c'est alors qu'en 2006 démarre le projet de Frog Princess. Et avec, dès le départ, le choix d'un retour à l'animation traditionnelle. Le premier depuis 2004 pour Disney. Donc en gros, chez Disney, quelqu'un a dit « Et si on ressortait les crayons ?» Et quelqu'un d'autre a répondu « Bonne idée, ils sont où déjà ?» Oui, mais derrière cette apparente légèreté, il y a un véritable enjeu. Parce que revenir à la 2D, cela signifie réactiver des équipes, retrouver des savoir-faire, relancer une chaîne de production complètement différente. Et cela suppose de choisir les bonnes personnes. Et c'est là que Disney fait un choix très fort. Et oui, Ron Clements et John Musker, deux noms absolument essentiels pour assurer le succès du projet. Ron Clements et John Musker, c'est La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, autrement dit, des films qui ont redéfini Disney dans les années 90. On comprend donc que leur retour n'est pas anecdotique, il est symbolique. Disney ne veut pas seulement refaire de la 2D, il veut retrouver un savoir-faire narratif. En d'autres termes, ce n'est pas juste on refait du dessin, c'est on refait du Disney à l'ancienne, mais intelligemment. C'est exactement ça. Avec une nuance essentielle, ils ne veulent pas copier le passé, ils veulent le transformer. Cette transformation passe d'abord par le choix du cadre, la Nouvelle-Orléans des années 1920. C'est un choix extraordinaire parce que Disney quitte enfin les royaumes européens classiques pour entrer dans un univers réel, historique, culturel. C'est une ville marquée par le jazz, le métissage culturel, les contrastes sociaux. Et cela change tout parce que le conte devient incarné. Et cela permet de s'appuyer sur une autre marque assez typique de Disney, la musique. Oui, et là aussi, le choix est déterminant puisque Randy Newman compose la musique. C'est là quelqu'un qui connaît parfaitement l'univers Pixar, mais qui a aussi une sensibilité musicale très ancrée. Il va composer une bande originale qui va s'appuyer sur des styles très précis, le jazz, le blues, le gospel et le zydeco, un genre musical festif et dansant originaire du sud-ouest de la Louisiane et qui est né de la fusion entre la musique traditionnelle des Cajuns, le blues et des rythmes afro-caribéens.
En gros, pour Disney, on passe d'un il en faut peu pour être heureux à il faut un bon orchestre de jazz dans la moiteur de la Louisiane. Exactement. Et certaines chansons vont marquer comme Au bout du rêve ou La Nouvelle-Orléans qui seront toutes deux nommées aux Oscars. Mais c'est aussi le choix de l'héroïne qui est également révélateur puisque voilà un nouveau genre de princesse. Tiana est la première princesse afro-américaine chez Disney. Mais au-delà de l'aspect symbolique, c'est son caractère qui change la donne. Elle veut ouvrir un restaurant. Elle travaille pour ça. Elle ne rêve pas d'un miracle. Chez Disney, cela change profondément le modèle narratif. Oui, on passe de je rêve à je bosse. Alors, voilà un film qui se prépare depuis 2006, des réalisateurs emblématiques, une musique originale, et voilà en 2009 l'heure de la sortie. La stratégie de sortie de La Princesse et la Grenouille est progressive, presque expérimentale. Le film sera d'abord présenté lors d'une avant-première le 15 novembre 2009 à Burbank, sur le site même des studios Disney. Il sort ensuite en diffusion limitée le 25 novembre 2009 à New York et Los Angeles. Et il faudra attendre le 11 décembre 2009 pour qu'il bénéficie d'une sortie nationale aux États-Unis. Donc en gros Disney ne clame pas voilà notre grand retour en 2D, mais plutôt on va voir si ça plaît avant de l'envoyer sur les écrans. Oui, et avec un marketing ciblé qui insiste sur ce retour aux sources dans les grandes traditions Disney. Ce qui était la norme devient l'argument de vente. Alors évidemment, la grande question, est-ce que ça marche ? Oui, mais pas comme Disney l'aurait sans doute espéré. Le film, qui a coûté environ 105 millions de dollars, en rapporte à peu près 270. Ce n'est pas un échec, mais ce n'est pas non plus un phénomène comparable au grand succès Pixar de l'époque. Toutefois, cela prouve deux choses. La 2D peut encore fonctionner, mais elle ne suffit plus à dominer le marché. En résumé, tout cela ne fait pas trop trembler Pixar et plus objectivement, qu'en est-il du côté de la critique ? Bien, l'accueil critique est globalement très positif. On salue le retour à l'animation traditionnelle, la qualité visuelle, la richesse musicale et le personnage de Tiana. On parle d'un film charmant, élégant, fidèle à l'esprit Disney. Le film plaît, mais il ne crée pas un grand choc. Alors parlons récompenses, parce que là aussi c'est souvent révélateur. Le film va recevoir 3 nominations aux Oscars en 2010 dans les catégories meilleur film d'animation et meilleure chanson. Il récolte également des Annie Awards, une nomination au Golden Globe et puis quelques distinctions pour sa musique, mais il ne remporte pas les catégories majeures. Oui, quand on regarde ce résultat, la question que tout le monde se pose ou pourrait se poser, pourquoi ça ne suffit pas ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le public a changé. Il s'est habitué à la 3D, à son dynamisme, à sa modernité visuelle et même si la 2D reste belle, elle n'apparaît plus comme nouvelle. Et puis la 3D offre plus de flexibilité, plus de possibilités techniques et souvent une meilleure rentabilité à long terme. Enfin, Pixar a profondément renouvelé l'écriture même des films d'animation et même si La Princesse et la Grenouille est très solide, sa structure est classique. Donc c'est un peu comme si le film arrivait au bon moment, mais dans un monde qui avait déjà changé. Mais pourtant, le film ne disparaît pas. Non, et son héritage est réel. D'abord, Tiana devient une figure importante dans l'univers Disney. Elle est intégrée aux princesses officielles. Elle apparaît aussi dans les produits dérivés et dans les parcs. Ainsi, son univers est prolongé aux États-Unis, des attractions sont inspirées de son histoire. Puis le film marque le début de ce qu'on appelle le Disney Revival. Cette période qui commence donc autour de 2009 et qui va conduire à Réponse ou à La Reine des Neiges. Bref, si La Princesse et la Grenouille ne relance pas la 2D, il va participer à démontrer que Disney peut encore raconter des contes. Alors, si on devait le résumer, La Princesse et la Grenouille est un film de passage. Un film entre deux mondes, entre le dessin et le numérique, entre le conte traditionnel et le récit contemporain, entre l'héritage et l'avenir. C'est une transition qui a permis à Disney de se souvenir avant d'évoluer. Disney ne revient donc pas seulement au dessin, il revient à lui-même. Merci Corinne de nous avoir entraînés dans le sillage de ce studio qui a passé près d'un siècle à faire rêver le monde et qui a pris le temps de se demander pourquoi. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 11 décembre 2009. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.